exclusif en endodontie et tous deux travaillent en pratique privée. Alors ce soir, Jean-Charles va nous faire la présentation du sujet et Gary et Jean-Charles prendront part à la discussion. Je voudrais aussi remercier la firme Septodon pour son soutien pour cette action et cet e-apéro. Bon, Septodon, je dois vous expliquer toute leur gamme de produits particulièrement intéressants en endodontie. On connaît très bien aussi leurs sympathiques délégués, donc je tiens à les remercier vraiment pour cet appui et cette aide dans nos e-apéros qui sont vraiment bienvenus de toute la profession, pour toute la profession. Jean-Charles, je te cède la parole. Je voudrais simplement dire aux participants que s'ils ont des questions à poser, ils peuvent les déposer dans la zone questions-réponses en employant le petit phylactère en bas de l'écran, il y a une petite bulle. Vous cliquez sur la bulle et vous avez accès à la zone questions-réponses. Vous posez les questions et en fin de séance, les questions seront posées aux orateurs. Je vous souhaite une bonne soirée instructive. À toi, Jean-Charles. Bonsoir à tous, merci beaucoup Pierre. Donc aujourd'hui, on va traiter des urgences endodontiques avec évidemment ce contexte spécial du Covid-19. On va évidemment faire le parallèle également avec la prise en charge classique. Alors on va commencer directement avec les armes qu'on utilise tous les jours. Donc le diagnostic que normalement on fait sur nos patients directement au fauteuil, ici il va devenir téléphonique. Il va avoir la prescription d'antibiotiques. Cette prescription d'antibiotiques, elle va pas tellement changer par rapport à nos habitudes. La prescription d'anti-inflammatoires, elle, c'est notre grosse arme en endo, mais on va devoir s'en passer ici pendant la pandémie. La prescription d'antalgiques, ça va finalement être notre nouvelle arme. Et alors, il va quand même falloir en voir certains au cabinet, le minimum possible, évidemment. Au niveau du diagnostic, eh ben, c'est un interrogatoire complet avec des questions classiques qu'on a l'habitude de poser. À ça, on ajoute l'examen clinique, mais ici, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester de demander au patient de faire certaines manipulations, appuyer sur une dent, appuyer en regard de la gencive, pencher la tête, demander qu'est-ce qui se passe quand il dort, tous ces genres de choses. Et puis, on a ce que j'appelle le WhatsApp examen visuel. On va pouvoir demander des photos aux patients, c'est maintenant très facile avec nos GSM pour pouvoir un peu objectiver, par exemple, un gonflement ou l'urgence d'un traumatisme ou la gravité du traumatisme en tout cas. Au niveau de l'interrogatoire, ici, en Covid, je pense que c'est intéressant de prendre une feuille de papier et de noter les réponses du patient de façon à garder vraiment une vue d'ensemble du patient. Je pense qu'on est beaucoup à avoir cette habitude à réfléchir tôt, à poser plusieurs fois les questions aux patients, à répéter certains tests. Donc, garder cette feuille, c'est vraiment plus facile pour gérer l'interrogatoire, surtout au téléphone. On va maintenant passer en revue les questions très classiques, les réponses très classiques que vous connaissez. L'ancienneté de la douleur, depuis quand vous avez mal. Par exemple, la pulpite, c'est pas quelque chose qu'on s'est traîné depuis 3 mois, c'est quelque chose qui arrive, qui est soudain et qui fait très, très mal. Ensuite, le siège de la douleur, on va essayer de faire cette différence vraiment entre un problème qui est inflammatoire ou un problème infectieux avec une douleur qui sera soit localisée, soit diffuse. Au niveau de l'intensité de la douleur, ici, ça va être assez subjectif, mais vu qu'on va faire des contrôles de nouveau téléphoniques 48 heures plus tard, c'est la même échelle pour le patient et donc ça va nous permettre de voir un petit peu l'évolution. En termes de nature de douleur, il faut laisser vraiment parler le patient et on va essayer de détecter un peu ces éléments clés, ces douleurs qui sont pulsatiles ou s'il va décrire avec précision une dent, vous dire « Ah, c'est la deuxième qui me fait mal en partant du fond ». Tout ça sont des éléments qui vont directement nous permettre de nous orienter vers un diagnostic plus précis. Les circonstances d'apparition, spontanées provoquées avec les différents stimulus. Si c'est provoqué, eh bien, on va avoir d'autres questions à poser. Par quoi? Finalement, il nous reste tous ces éléments-là, le sucré, le chaud, le froid. La pression, donc quand ils poussent, quand ils mordent, c'est au niveau des repas, quand ils se couchent. Et alors, en ce moment, les gens, ils ont vraiment le temps de faire du sport, donc ils peuvent vous dire si jamais, quand ils courent, ils ont mal. Donc ça, c'est intéressant, quand même, le confinement à ce point-là, à ce niveau-là.
Ensuite, au niveau de la durée de la douleur, ben, on peut demander en termes de secondes, en quantité de secondes, combien de temps ça fait mal après avoir bu un café chaud le matin ou un verre qui sort du frigo. Au niveau des limitations fonctionnelles, eh bien ça, on va chercher clairement à savoir s'il y a un trismus, les problèmes de mastication, si pouvoir un peu jauger de l'urgence du patient également. Hein. Ça, si c'est plus nourrir pendant une semaine, c'est quand même compliqué. Au niveau des questions complémentaires qu'on va ajouter, êtes-vous gonflé? Ben, ça, on va pouvoir ajouter la photo qu'on va demander au patient. Le petit point blanc et le mauvais goût en bouche, ça, c'est pour essayer de voir s'il y a une fistule. Alors, si c'est fistulisé et si c'est percé, eh bien, le degré d'urgence est différent. La question avez-vous des gencives qui saignent? C'est un peu pour essayer d'avoir une idée. Si jamais on ne connaît pas du tout le patient, on ne l'a jamais vu, on ne sait pas du tout quelle est son hygiène, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que la dent bouge ou est-ce qu'elle est cassée? Aussi, sont des éléments à prendre en compte. Effectivement, c'est quand même assez douloureux. Une dent où tout un pan est cassé, où le patient n'arrive pas à enlever le petit bout, ça peut rester assez gênant. Et alors finalement, les aliments qui se coincent entre les dents, il y en a certains qui décrivent sur l'échelle de la douleur du 10 sur 10, et donc on va finalement avoir des patients qu'on attend à voir avec une pulpite et qui se présentent avec juste un tassement alimentaire. Ça, il faut essayer d'éviter. Je me suis moi-même fait avoir ici ces dernières semaines quelquefois. Alors, il y a des questions particulières hein, avec l'arrivée du Covid-19. La première, normalement, elle n'a plus vraiment d'intérêt. Donc, c'est durant les 14 derniers jours, avez-vous ou une personne sous votre toit voyagé dans une destination touchée par le Covid-19? Alors, on va quand même la poser parce qu'on ne sait jamais. Il y a des métiers peut-être qui sont encore amenés à voyager, à traverser les frontières. Donc, posez toujours la question. On va également demander si les 2 dernières semaines, la personne a été en contact avec quelqu'un qui a eu le Covid-19. Et la dernière, c'est la question sur les symptômes classiques qu'on connaît à l'heure actuelle du Covid, à savoir la fièvre, la toux sèche, les difficultés à respirer, les douleurs musculaires, pardon, la perte de l'odorat et du goût durant les 14 derniers jours. Si jamais à une de ces réponses, la réponse est oui, on va nous-mêmes faire une quarantaine du patient en postposant un minimum 2 semaines ce patient-là et évidemment lui demandant de consulter le médecin ou ce qu'il faut pour pouvoir mettre à jour s'il n'est pas atteint. Ça va de façon à garder nos cabinets Covid-free. Au niveau de l'auto-examen clinique, voilà hein, des questions qu'on peut poser. Hein. Demander au patient de pousser avec son doigt sur la dent à certains endroits, latéralement, sur la dent, un petit peu au-dessus, sur la gencive, lui faire boire de l'eau froide et le café chaud. Voilà, on lui demande ce qu'il ressent. C'est le seul moyen, c'est le seul petit test qu'on a à distance, mais il faut les réaliser et écouter la réponse que le patient nous donne. Au niveau du WhatsApp examen visuel, hein, comme je vous l'ai dit, par exemple ici à droite, un petit enfant de 3 ans, c'est un traumatisme. Voilà, il faut quand même le voir, mais ça nous permet de voir un peu le degré d'importance du traumatisme. Le suivant ici, c'est un patient qui me dit bah oui, je suis fort gonflé près de la langue. Bon, ici, de manière objective, le gonflement, on ne le voit pas tellement, donc on peut vraiment essayer de postposer ce patient-là et le médiquer en attendant. Alors, on va prendre 5 diagnostics, 5 directions différentes, très classiques, vous les connaissez. Donc, la pulpite réversible, l'irréversible, on va avoir la parodontite apicale aiguë et l'abcès apical aigu. Et alors, dernièrement, et il faudra faire attention à ceci, tout ce qui est cellulite d'origine endodontique. Il faudra être assez vigilant. Au niveau de la pulpite réversible, on va chercher vraiment une sensibilité qui est provoquée et qui ne va pas durer longtemps après le retrait du stimulus. Tous les problèmes inflammatoires sont difficilement localisables par les patients. Ils vont vous parler de tiraillement dans certaines directions, parfois jusqu'à l'arrière du crâne. Une fois qu'on passe en irréversibilité de la pulpite, on a une douleur qui est vraiment intense, on va chercher le caractère spontané, qui réveille la nuit, qui fait beaucoup plus de mal lors d'une boisson chaude. Et alors, quand le patient fait son petit jogging Covid-19 journalier, eh bien, il a mal quand il court.
On peut avoir des périodes de rémission complète, donc la douleur qui disparaît pendant 4 heures, mais après qui revient au galop et de manière assez importante. De nouveau, c'est un processus inflammatoire et on va avoir une localisation qui est plus compliquée par le patient. Une fois qu'on arrive dans des pathologies de nécrose, là, les douleurs sont facilement localisables. Le patient sait vous dire quelle dent il a mal. Quand il arrive au cabinet, il ouvre la bouche en grand, il met son doigt dedans et il vous montre où est le problème. Ce sont des douleurs qui sont ici continues, qui ne s'arrêtent vraiment jamais. Et alors vraiment avec cette sensation que la dent est un petit peu plus haute et donc c'est plus facile à localiser. Ce sont ces nécroses-là. Après l'abcès apical aigu, eh bien, on a ces douleurs qui sont toujours très importantes, qui résistent assez fort aux antalgiques et on va avoir un gonflement qui peut être collecté ou non. Alors, il n'y a pas de lien entre la taille d'une lésion apicale et le fait qu'on soit entre abcès apical aigu ou parodontite apicale. Il n'y a aucun lien, même si sur les deux photos ici, j'ai mis une lésion plus importante. Pour l'abcès apical aigu, il n'y a pas de lien à ce niveau-là. La cellulite d'origine endodontique, là, on a vraiment un gonflement, ça passe dans les tissus mous. Si vous appuyez sur vraiment les tubéfactions, ça fait mal directement au patient. Il peut avoir associé à ça une altération de l'état général. Et alors, souvent, les patients n'arrivent pas à ouvrir comme ils ouvrent d'habitude. Il y a un petit trismus qui s'installe. Il faut faire attention, évidemment, à l'œil. En fait, quand notamment c'est une dent du haut, on peut avoir l'œil qui... Le patient ne sait plus ouvrir son œil, principalement le matin, en réalité. Quand il se réveille, il ne sait plus ouvrir l'œil. Et puis, ça va un petit peu mieux. Avec la pesanteur, au fur et à mesure de la journée, il arrive à réouvrir. Mais tous les matins, bon, il ne sait plus ouvrir, il ne sait plus du tout ouvrir son œil. Et alors, quand c'est une dent du bas, ça part vraiment dans le cou. Là, il faut faire vraiment attention. Ça peut donner des grosses urgences pour les stomatos et les maxillos. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu les armes qu'on a et comment on va faire pour se battre contre ces différentes urgences. La première, c'est la prescription. Alors maintenant, avec la technologie et les prescriptions électroniques, on a deux possibilités pour les prescrire, soit le logiciel Paris, vous tapez Paris prescription dans Google, vous connectez avec votre carte d'identité ou It's Me, vous avez juste besoin du numéro NIS du patient et vous savez sortir une prescription en format PDF comme celle que vous voyez et vous l'envoyez par mail. Tout ça, ça peut être fait de votre canapé. La deuxième solution, c'est de fonctionner avec TeamViewer en laissant votre serveur ou bien votre ordinateur du cabinet allumé, vous créez une session TeamViewer et en fait, vous savez accéder, tout ça c'est gratuit, à votre serveur et à votre logiciel dentaire, Dentadmin ou Baltese et faire la prescription à partir de votre programme si vous préférez, ou ça peut même être utile, ce TeamViewer, pour aller voir les radios qu'on a de ces patients et pouvoir orienter le diagnostic ou transmettre les radios si on transmet l'urgence à un praticien. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est la plus grosse arme qu'on a en endo. C'est vraiment le médicament de choix pour les douleurs, parce que pratiquement toutes les douleurs sont d'origine inflammatoire, et donc on va utiliser ces molécules quasiment tout le temps. Le problème, c'est que actuellement, on proscrit l'utilisation de ces anti-inflammatoires. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un lien direct entre aggravation des symptômes du Covid, mais parce qu'on connaît très bien le mécanisme, notamment de l'ibuprofène, sur les défenses pulmonaires, et donc ils savent très bien que ça empêche la réponse immunitaire adéquate. Donc, c'est le principe de précaution qu'on applique, on ne prescrit plus d'anti-inflammatoires, quel qu'il soit. Vous avez ici en dessous le communiqué de presse du 18 mars donc de l'Association européenne de médecine, qui dit effectivement il n'y a pas de lien entre les deux. Mais donc, je le répète, on applique le principe de précaution et on ne prescrit plus d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le problème, c'est l'automédication des patients qui prennent vite un ibuprofène avant de nous téléphoner. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, quel que soit en période classique, quel que soit celui que vous prescriviez, il n'y en a pas un qui est vraiment meilleur que l'autre, mais les patients généralement en tolèrent, ils le savent très bien, ils vont vous dire non, moi l'ibuprofène ça fonctionne pas, je préfère du diclofénac, prescrivez le diclofénac, c'est très très bien, ça fonctionnera aussi. On a beaucoup plus étudié les relations
entre les douleurs endo et l'ibuprofène qu'avec les autres molécules, mais globalement, ça fait vraiment exactement la même chose. Au niveau des antalgiques, on a 3 paliers en réalité. On ne va jamais utiliser le 3e palier qui sont les dérivés morphiniques majeurs, donc morphine, oxycodone. Ça, on va quand même s'en passer en antihistamine, mais on va utiliser les 2 premiers paliers. Le premier palier, c'est le paracétamol, maximum 4 grammes par jour, qu'on va prescrire en 4 fois. Le second palier, on est déjà au second palier là, c'est quand on ajoute de la codéine au paracétamol. Alors, cette codéine, il faut toujours faire attention à conserver les 4 grammes de paracétamol par jour. Souvent, dans nos logiciels et sur Paris, quand on veut de la codéine en plus, la quantité de paracétamol passe à 500 mg. Faites attention à conserver, évidemment, 1 gramme de paracétamol à chaque prise. Voilà. Dans le second palier, on a aussi le tramadol. Le tramadol, qui est un dérivé morphinique mineur, et on va le prescrire un dosage entre 100 et 400 mg par 24 heures. Évidemment, on commence par 100 mg et puis alors, on va augmenter la dose petit à petit. Le tramadol, en fait, on va également ne pas le prescrire, pardon, en Covid-19, puisqu'on connaît également les interactions que ça a avec le système respiratoire, donc on n'en prescrira pas non plus. Les stratégies antalgiques en endo, eh bien, classiquement, on commence par l'ibuprofène 600 mg. Ensuite, on a cette fameuse alternance entre l'ibuprofène et le paracétamol pour potentialiser en fait l'effet antidouleur de ces médicaments ensemble. Et puis, on va pouvoir remplacer le paracétamol par le tramadol. Entre même ces 2 étapes, on peut uniquement dire aux patients de prendre juste un tramadol le soir pour que la nuit se passe un petit peu mieux. En Covid-19, eh bien, il nous reste uniquement le paracétamol et ajouter la codéine pour gérer les douleurs. Les fameux antibiotiques. Alors, les antibiotiques, vous voyez, je suis quelqu'un de très optimiste, parce que je vous mets 50% des prescriptions sont correctes. C'est très bien, c'est super. Il faut que cette proportion, évidemment, augmente. Donc, pour ça, il faut qu'on se rende compte un petit peu de ce que ça fait, de prescrire à tort et à travers. Il n'y a pas que nous, il y a également la prise à tort et à travers des patients de ces antibiotiques. Donc, il faut les éduquer au niveau de ces molécules-là. Regardez les chiffres au niveau des États-Unis. Il y a 2 millions de personnes par an qui deviennent multirésistants. Et de ça découlent 23 000 morts uniquement aux États-Unis. Donc, à l'échelle mondiale et même à l'échelle belge, ça va déjà faire pas mal de décès qu'on pourrait probablement éviter par une prescription plus précise. Les antibiotiques, eh bien, c'est demandé par les patients. Ils vont vous dire, vous êtes sûr, est-ce que quand même, j'ai pas besoin d'antibiotiques? Il faut leur expliquer, voilà, l'antibiotique, ici, ça va pas vous aider, ça sert à rien. Alors, il faut les éduquer et c'est en tapant sur le clou qu'ils vont finir par, je pense, comprendre. En tout cas, si on a tous la même ligne de prescription, ils comprendront certainement beaucoup plus vite. L'antibiotique, il va agir sur des bactéries. Donc, il faut qu'il puisse avoir accès à l'endroit où se trouvent les bactéries. En endodontie, on se bat contre les grammes positifs, les grammes négatifs et les anaérobies qui sont d'abord facultatives et puis strictes au plus on avance dans la nécrose de la dent. Une fois que la dent est nécrosée, elle n'a plus de vascularisation. Si elle n'a plus de vascularisation, on ne sait plus apporter finalement sur site les antibiotiques. Donc, tout ce qui est parodontite apicale aiguë ne pourra pas être résolu avec des antibiotiques. L'antibiotique n'aura aucun effet sur ce type de pathologie. On attendra d'avoir des bactéries dans les tissus où là, il y a une vascularisation possible et on sait apporter sur site les antibiotiques et donc ils pourront agir. Les autres indications, évidemment, c'est dès qu'on a une altération de l'état général. Des patients qui sont médicalement compromis, ben ça, on fait de concert avec le médecin généraliste. On les téléphone et puis on suit ses conseils sur la prescription à donner. Tout ce qui est endocardite, ben ça, on a l'habitude. On prescrit également. Lorsqu'on a un traumatisme avec des tissus mous qui sont affectés, là aussi, on va prescrire des antibiotiques. Et alors, lorsqu'on a une évulsion complète de dents permanentes qu'on replace, on va donner une couverture également antibiotique. Au niveau des dosages recommandés chez l'adulte, la meilleure molécule, c'est l'amoxicilline en termes de spectre et en termes d'absorption au niveau du corps. Alors,
vous voyez qu'on recommande, et ça c'est au niveau des États-Unis et en Europe, ce sont les mêmes recommandations en termes de dosage. On peut donner une première dose d'1 gramme et puis toutes les 8 heures 500 mg ou alors 875 toutes les 12 heures. Il faut insister sur cet aspect de 8 heures entre chaque prise de façon à garder un niveau sanguin qui soit suffisant sur 24 heures. Alors, vous voyez, j'ai mis une petite astérix aussi sur la durée du traitement, puisqu'en fait, actuellement, on conseille d'arrêter les antibiotiques une fois que les symptômes ont disparu. On pourrait même ajouter et dire aux patients, une fois que ça a disparu, vous jetez les antibiotiques à la poubelle. Si on veut un espèce de palier 2 en termes d'antibiotiques, on peut ajouter l'acide clavulanique. Alors, ça ne sert à rien de directement prescrire l'augmentin, donc l'amoxicilline avec l'acide clavulanique, commencer par 500 mg d'amoxicilline et on garde cette possibilité d'ajouter l'acide clavulanique pour plus tard. Si jamais il y a des allergies, il y a 3 molécules que l'on peut prescrire, la clindamycine, la clarithromycine et l'azithromycine, dans les dosages classiques que vous voyez ici, avec aussi à chaque fois une première dose un peu plus importante. La pénicilline VK et le métronidazole, c'est utilisé aux États-Unis. On utilise beaucoup moins ça en endo de notre côté. Pour les plus petits d'entre nous, les deux mêmes molécules, donc amoxicilline et clindamycine, c'est par rapport au nombre de kilos par jour, c'est par rapport au nombre de kilos qu'on prescrit par jour, et alors on répartit ça en 3 prises, et les prises sont plus longues, sur 5 ou 7 jours. En réalité, on prend une marge de sécurité plus importante chez les petits. Alors, breaking news, donc grande nouvelle, mais tout le monde est au courant, je pense, les antibiotiques n'ont aucun effet antalgique. Quand les douleurs disparaissent après 24 heures sur une parodontie apicale aiguë, vous allez donner des antibiotiques, c'est l'anti-inflammatoire qui agit, c'est absolument pas votre antibiotique. Les antibiotiques, dans la vie de tous les jours, hors contexte Covid, c'est vraiment quelque chose qu'on va ajouter à une de nos interventions, à un geste qu'on va poser. Et c'est vraiment le geste plus l'ajout de l'antibiotique qui va permettre une résolution rapide d'un abcès ou d'une cellulite. Voici 3 lectures qui, je pense, sont hyper intéressantes, super concentrées en informations. Donc, celle du milieu, vous voyez, par l'Association américaine d'endo et la dernière par l'Association européenne d'endo. Elles sont toutes d'accord sur les guidelines d'utilisation de ces antibiotiques. Allez lire, c'est vraiment ces quelques pages, c'est assez facile à lire et il y a toutes les indications dont je viens vous parler. Alors, on reprend donc en condition Covid-19, la prise en charge téléphonique, qu'est-ce qu'on va prescrire dans quel cas? On commence par la pulpite réversible, bien ça uniquement antalgique de palier 1 et alors demander au patient de rappeler 48 heures plus tard pour voir l'évolution. Si ça évolue mal, ça passe en irréversible. On peut quand même encore tenter 24-48 heures avec des antidouleurs, peut-être de palier 2 en ajoutant la codéine. Vraiment discuter avec le patient et voir comment il est. Ça fait 3 jours qu'il ne dort plus. Je pense qu'il faut effectivement le voir. Souvent, ça ne fonctionne pas terrible, quand même juste des antalgiques sur une pulpite. Donc finalement, on doit voir quand même ces patients avec des pulpites, mais ça arrive que ça passe quand même. On en discutera au niveau éthique ce que ça peut poser comme problème. Au niveau de la parodontie apicale aiguë, là, pas d'antibiotiques, uniquement les antalgiques et on surveille. À cet endroit-ci, ça pourrait être justifiable en Covid-19 de faire une prescription d'antibiotiques dans l'esprit où on ne veut pas avoir une surenchère et avoir un abcès qui apparaisse et puis une cellulite. On pourrait justifier ici une prise d'antibiotiques. Quand on arrive vraiment à la nécrose qui est symptomatique avec l'abcès, là, effectivement, on donne les antibiotiques, les antalgiques qui vont avec, et alors on demande aux patients d'essayer d'éviter de toucher la dent et on réévalue 48 heures plus tard. Si le gonflement augmente et si de nouveau, pour la vie de tous les jours du patient, ce n'est pas possible de continuer comme ça, eh bien, on va le voir au cabinet. La cellulite d'origine endo, alors là, beaucoup plus prudent, des contrôles, je pense, beaucoup plus rapprochés, peut-être toutes les 12 heures, le matin et le soir, avec une photo pour voir l'évolution. Et alors, probablement prendre un premier contact avec un stomatologue ou un service de maxillo
pour gérer tout ça à distance et voir un peu les décisions qu'on prend. Il y a une partie de ces cellules qu'on sait gérer nous-mêmes, juste au cabinet, évidemment. Voici un tableau qui est récapitulatif des antibiotiques. Vous voyez que finalement, c'est plus ou moins la même utilisation que dans la vie de tous les jours, avec entre parenthèses eh bien, les cas dont on a parlé, la parodontie apicale aiguë. Et alors, quand c'est fistulisé, normalement, c'est complètement drainé. Donc, il y a vraiment très, très peu de douleurs en fait, qui sont associées à ces fistules. Donc, les antibiotiques, c'est aussi, normalement pas du tout, mais ici, on pourrait dire qu'on en met pour éviter que ça s'aggrave. Et donc, on va finalement commencer à en voir certains. On en aura évité un maximum avec les prescriptions, et donc il y a certains qui vont arriver au cabinet. Alors au cabinet, on avait déjà vu il y a quelques semaines avec Marc Nacquart les différentes précautions à prendre lors de l'accueil au cabinet. Je le répète, donc les bains de bouche avec le peroxyde d'hydrogène ou à l'iode, l'isobétadine, un soin des mains, savon et ou gel hydroalcoolique. Protection du dentiste complète. Ça ne sert à rien de traiter des patients si on n'a pas tous les traitements, si on n'a pas toutes les protections. Donc charlotte, lunettes, visière, tunique à usage unique évidemment, et des gants, une ou deux paires. Si on regarde un petit peu les conseils pour s'habiller et se déshabiller, finalement il faut 2 paires de gants pour faire ça correctement. Au niveau des aérosols, on utilise les contre-angles, on élimine tout ce qui est turbine et on enlève l'air et l'eau sur des contre-angles. L'utilisation de la digue, eh bien, c'est un super allié. Vous verrez, je vous ai mis quelques vidéos où même je viens désinfecter la digue après l'avoir placée à l'isobétadine. Ça, c'est un ajout de ma propre initiative. Je ne sais pas vraiment quelle est la plus-value, mais ça me rassure. Alors, il y a une mise à jour effectivement importante à faire au niveau des médicaments consommés. Quand le patient revient, on leur pose la question, qu'est-ce qu'il a pris? Les patients, ils se gavent. Donc, il faut, on refait un peu le tour de ce qu'ils prennent, on leur explique le bon comportement à avoir avec tous ces médicaments-là. Les 2 derniers points, ce sont des points que j'ai pris des recommandations chez les médecins. On leur recommande en fait d'intervenir à 2 médecins, parce que les protocoles sont mieux connus et de toute façon, il y en a toujours plus dans 2 têtes que dans une. Et donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est que celui qui a la main, c'est la personne qui a le plus d'expérience dans le domaine. Donc ça, c'est un concept qui est assez intéressant. Et je pense, par exemple, que ça ne sert à rien de faire venir un patient. L'objectif, quand on le fait venir, c'est d'être efficace pratiquement à 100%. Donc, si on ne fait pas d'extraction, si on n'a pas l'habitude de drainer un abcès, et qu'on pourrait se retrouver en défaut devant un patient, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais je pense, alors il ne faut pas prendre l'urgence à son cabinet, il vaut mieux référer chez quelqu'un. Donc vraiment essayer de garder en tête, si le patient vient au cabinet lors de cette pandémie, il faut être efficace absolument à 100%, donc et être sûr de son geste également. Ici, c'est une vidéo que j'ai fait simplement une communication pour mes patients, communication que j'enverrai aux patients lorsqu'ils prendront rendez-vous pour simplement leur expliquer un peu que la prise en charge, l'arrivée au cabinet a changé. Je vous laisse découvrir la vidéo. Attention aux oreilles, il y a une petite musique qui sera peut-être pas au goût de tout le monde. À tout de suite. Voilà, je pense que c'est important de communiquer avec nos patients, mais que la prise en charge va peut-être changer définitivement au niveau de leur arrivée au cabinet et
de nos équipements, etc. Je pense par exemple aux pédodontistes qui vont peut-être devoir traiter les enfants avec des habits beaucoup plus effrayants pour eux, donc on va devoir les habituer à tout ça. Une fois qu'ils sont dans le siège, eh ben, les premiers tests cliniques, donc tests de vitalité, principalement celui au froid que l'on réalise, les tests de percussion pour les dents nécrosées, pour localiser avec précision la dent. Et en la palpation vestibulaire ou linguale, eh bien, en fait, on sait sentir, lorsqu'il y a des fenestrations ou des petits abcès, on sait sentir, juste en palpant avec son doigt, en le passant dans le fond du vestibule, on peut sentir la racine qui pose problème. Donc, palpez, allez-y, passez votre gant, de votre doigt, pardon, et également en palatin et en lingual. Alors, les gonflements en palatin et lingual sur des dents dévitalisées, etc., ou des grosses restaurations, faites attention. C'est souvent des signes de fracture, c'est pas très bon signe, ou alors, faites attention à ce genre de gonflement. Au niveau du diagnostic, eh bien, le diagnostic en endo, il est réalisé sur une radiographie apicale avec les apex de la dent. Et dernièrement, on va faire un sondage paro, donc avec une sonde paro, et on va faire une anesthésie avant. Ça fait vraiment mal aux patients si on fait le sondage correctement. Donc c'est demi-millimètre par demi-millimètre tout autour de la dent, avec une certaine pression pour essayer de voir si on n'a pas une perte osseuse verticale qui serait le signe clinique d'une éventuelle fracture d'une racine. Et donc la pulpite réversible, bon, elle n'est pas censée arriver, mais elle va probablement quand même arriver de temps en temps au cabinet. Alors, les traitements des pulpites réversibles a fort évolué ces dernières années, donc avec la signification sélective, l'utilisation de biomatériaux comme la biodentine ou simplement les ionomères de verre. Et il y a vraiment une nouvelle prise en charge qui a été validée scientifiquement pour ces caries que maintenant on va qualifier de profondes et d'extrêmement profondes en fonction de leur distance sur le bite-wing par rapport au nerf. Je pense que ces nouveaux comportements face aux caries profondes doivent arriver de plus en plus dans nos cabinets, surtout que maintenant c'est complètement validé. Donc je vais vous renvoyer vraiment sur le site de l'ESE, donc l'Association européenne d'endodontie, un magnifique papier d'une 10-12 pages sur le traitement de ces caries profonde. On a le temps de lire en ce moment, donc allez-y, imprimez-le demain. Et donc, il y a vraiment tous les guidelines pour ces traitements-là. C'est principalement sur des caries profondes asymptomatiques. Tout ce qui est traitement où on va garder une vitalité pulpaire quand on a des symptômes, là, on est plus sur du test personnel plutôt qu'une réelle preuve scientifique et puis déjà être rapportée au niveau de ces traitements-là. On va arriver à la pulpite. Alors, la pulpite, qu'est-ce qu'on va traiter quand on va traiter la pulpite? Un, c'est la surpression qui est due à l'inflammation. Et deux, la présence de bactéries dans la chambre. Ça va? Donc, ça ne sert à rien quand vous avez une pulpite de juste faire une ouverture de 2-3 mm en disant j'ai relâché la pression. Quand vous faites ça, vous n'éliminez pas les bactéries à l'intérieur de la pulpe et donc l'inflammation va continuer à évoluer puisque ce qui cause l'inflammation est toujours présent à l'intérieur de la dent. Donc, quand on va traiter la pulpite irréversible, on élimine toute la pulpe camérale. Alors, il y a des nouvelles notions qui arrivent, une nouvelle terminologie. Il y a effectivement une différence entre ouverture de chambre, pulpotomie totale et ou partielle, et un traitement dentique complet. L'ouverture de chambre, c'est dans l'optique d'une seconde intervention pour faire un traitement endo classique. La pulpotomie totale, c'est le traitement où on va éliminer toute la pulpe camérale, avoir des tissus dans les racines qu'on va juger visuellement, notamment à l'aide du microscope, n'ont pas d'inflammation et on va venir poser un biomatériau et il y a un tissu vivant qui va rester dans les racines. Au niveau du traitement en Covid, eh bien, c'est le même, mais c'est l'ouverture de chambre. On va éliminer toute la pulpe camérale plus la prescription d'antalgique, tandis qu'en temps normal, c'est une prescription d'anti-inflammatoire. Ici, je vous mets un cas, donc ça c'est un cas de pulpotomie totale, c'est sur une douleur qui était plutôt de type pulpite, mais quand on élimine la pulpe camérale, eh bien, on tombe sur ce type de tissu que vous voyez en bas à gauche, qui ne saigne plus du tout. Donc ici, là, j'ai tenté la pulpotomie, et donc vous voyez à droite, on voit la biodentine placée et puis le composite direct. Pour l'instant, tout ça se passe bien, ça a déjà 6 mois.
Donc l'ouverture de chambre, on élimine toute la carie, le contrôle de l'hémostase, une fois qu'on a enlevé toute la pulpe camérale. S'il n'y a pas d'hémostase dans une des racines, il faut évidemment la léser pour aller enlever tous ces tissus qui sont enflammés. En médication intracamérale, on en a deux, le génol et l'hydroxyde de calcium. C'est principalement le génol qu'on va poser sur des tissus vivants et l'hydroxyde de calcium sur des nécroses ou sur des dents qui sont à léser complètement. Et alors, on met un pansement provisoire. Je pense qu'en Covid, il faut essayer de privilégier des pansements provisoires costauds, type ionomère de verre, que des pansements cavites qui ne tiendront pas vraiment dans la durée. Cavite ou diotème, pour ce genre de choses. L'anesthésie peut être compliquée, hein, c'est dû à l'inflammation importante, en fait à l'hyperexcitabilité des fibres, à l'acidité des milieux qui empêche en réalité de venir, qui empêche l'anesthésiant de progresser dans les tissus. Et donc, on n'arrive pas à anesthésier correctement cette inflammation. Il faut se diriger vers les technologies qui permettent l'anesthésie intra-osseuse. Ce sont des mécanismes qui fonctionnent bien. Il y en a plein qui existent en ce moment. Dernièrement, d'ailleurs, il y a eu plein de sorties de différents produits. Prenez celui que vous préférez et celui avec lequel vous êtes plus à l'aise. Très souvent, sur la pulpite irréversible, au niveau radiculaire, ce n'est pas concerné, donc il n'y a pas besoin d'aléser. Il y a une étude de 2002 qui compare l'ouverture de chambre par rapport au traitement endo complet, qui montre qu'en fait, en réalisant uniquement l'ouverture de chambre, il y a beaucoup moins de douleur dans les jours après. Maintenant, ici, en podémie, il faudra un petit peu discuter, je pense, ensemble de cet effet boule de neige qu'on pourrait avoir si on continue encore pendant plusieurs semaines à simplement faire des ouvertures de chambre et c'est pas éternel comme traitement et donc on a cet effet boule de neige. On pourrait discuter ensemble un petit peu de comment gérer cette boule de neige. Ça, c'est l'étude dont je vous parle en 2002. Ici, je vous propose une vidéo de nouveau d'un traitement que j'ai fait il y a 2 semaines avec toutes les précautions pour évidemment éviter les aérosols. Je vous laisse découvrir. La musique est un petit peu meilleure sur celle-ci apparemment. Ouais, donc vous voyez, c'est finalement une intervention qui est très rapide. En 12 minutes, le traitement est fait. Les seules expositions qu'il y a eu, c'est l'anesthésie, c'est la radio préopératoire et c'est au moment où on enlève le champ où là, il y a beaucoup de salive en dessous. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut faire plus attention. Je pense qu'il n'y a eu aucun aérosol créé pendant ce traitement-là. Et en plus, je travaille au microscope, donc j'ai une distance de 45-50 cm par rapport au champ. La parodontie apicale aiguë, eh bien, là, il faut aller aléser. L'ouverture de chambre simple n'est pas suffisante. Il faut aléser, il faut aller réduire la quantité de bactéries qu'il y a dans les dents. Donc, lime manuel, lime mécanisé, on essaie vraiment de déjà mettre en forme, de déjà passer l'hypochlorite un maximum. On fait la même chose en Covid-19, sauf que la prescription qui va avec, c'est uniquement des antalgiques. Si on arrive à aléser convenablement, là, vraiment pas du tout d'antibiotiques. L'abcès apical aigu, eh bien, là, on a le drainage qui arrive. Alors, il faut vraiment essayer de le faire. Les antibiotiques ont beaucoup plus de mal à agir sur un abcès qui est collecté. Donc, le conseil, c'est qu'en abcès apical aigu, si c'est collecté, on incise. Évidemment, ça va vraiment permettre une récupération beaucoup plus rapide du patient. Je vous remets ici de nouveau un cas. Là, c'était 2 dents que j'ai traité vraiment de la même façon.
Alors, si j'ai fait un by-tune de contrôle, c'était pour voir un peu la limite de la scie en distal. Probablement, il n'aurait pas fallu la faire en Covid-19. Vous voyez aussi que l'hydroxyde de calcium, je l'ai mis en utilisant un glutacondenseur en fait, pour propulser l'hydroxyde de calcium dans différentes racines. Ça, c'est un traitement, une patiente, ça s'est résolu uniquement avec les antibiotiques. Donc, ça fonctionne aussi, malgré que le gonflement était assez impressionnant au tout début. Et il y a juste il y a 48 heures entre la première et la deuxième photo. La cellulite d'origine endo, là, il faut être drainé, il faut faire une infusion. Alors là, on va pas sortir du pus, hein, vraiment sur une cellulite, plutôt une espèce de liquide inflammatoire et les débris. Il faut essayer de drainer un maximum, il faut pousser, ça fait mal au patient, ça va vraiment aider à la récupération. En plus, évidemment, d'une intervention, soit extraction de la dent, soit alors un alésage et un drainage par la dent. Je veux aussi vous mettre un cas de la semaine passée d'un jeune garçon où vraiment la résolution a été impressionnante en 24 heures. Je vous laisse également découvrir.
Voilà, donc vous voyez là, on a vraiment une récupération hyper rapide. C'est pas toujours aussi rapide la récupération, mais ici chez ce jeune garçon, ça a été très rapidement, heureusement pour lui. Et donc voilà, on arrive ici à la dernière dia avec certaines questions qu'on peut discuter ensemble, les questions éthiques, finalement, où on laisse dégénérer des cas plus ou moins sous contrôle. Et alors, une question, effectivement, si le patient vient en cabinet, est-ce que on se limite juste au traitement d'urgence ou est-ce on fait le traitement le plus complet pour éviter l'effet boule de neige? Voilà des choses que l'on peut discuter ensemble. Je vous remercie pour votre attention et alors je vais rendre la parole à Gary et Pierre pour les questions. Merci Jean-Charles. Je pense qu'après ça, on est tous prodigues, hein, ça c'est sûr. Parce que la démonstration avec tes petites vidéos, c'est tellement clair, net, ça paraît tellement facile avec la DIC que en ces temps de Covid, on ne peut faire qu'avec. Ça, je pense que tu as convaincu beaucoup de monde. Maintenant, il y a quelques questions pratiques et techniques. Je ne sais pas qui va répondre, Gary ou toi, par rapport aux médications. On me demande quelles sont les contre-indications du tramadol et du dafalgan-codéine. Bonjour à tous, merci Jean-Charles pour la présentation. Les contre-indications, en fait, c'est que la codéine et le tramadol, ce sont des opioïdes et donc il y a des risques de dépression respiratoire. Donc voilà. Donc il faut Par principe de précaution, plutôt pas en prescrire, quoi. Ouais, pour un patient qui serait éventuellement en période de Covid. Exact. C'est déjà un symptôme respiratoire. D'accord, merci beaucoup. Une deuxième question concernant les médications. Par rapport à la résistance aux antibiotiques, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui pourrait un petit peu donner son avis par rapport aux assertions du professeur Raoul dans le Marseillais, qui met ça tout à fait en porte-à-faux? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous connaissez sa théorie? J'ai pas entendu Je suis désolé. Un gros débat, ça. Donc la question, Jean-Charles, c'est ça. Par rapport à la résistance aux antibiotiques, le professeur Raoul pense que c'est une fausse idée par rapport à tout ce qu'il a fait comme travail, comme recherche et comme étude. Donc moi, je voulais avoir un petit peu votre point de vue par rapport à ça, par rapport à la longueur. C'est vraiment de ce que j'ai pu lire, en tout cas sur quelques papiers pour les États-Unis, c'est qu'en tout cas, ils font des liens directs entre des multirésistances et des morts qu'on aurait pu éviter. Et ils pensent vraiment que c'est l'abus de ces médicaments et que vraiment, c'est un intérêt de santé générale de limiter ces prescriptions et dans tout cas. Moi, je pense suffisamment d'articles sur le sujet. Après, effectivement, c'est sujet de débat, mais. Je pense, Pierre, qu'on n'a pas la réponse à cette question concernant les recherches du professeur Raoult. C'est un débat qui va avoir lieu, je pense, au niveau médical dans les mois qui viennent. Mais nous, on ne va pas pouvoir répondre à la question comme ça. Ok, alors une autre question par rapport à la désobturation. Question technique. On nous demande quelle est la meilleure technique de désobturation, sachant qu'on essaie de travailler sans spray. Vas-y, Jean-Charles. Comment vous faites? Alors, une fois que vous êtes de l'école avec des solvants, soit vous êtes de l'école sans solvant. Dans les solvants, il y en a plein qui existent. De nouveau, moi, en termes de technique en endo, je pense qu'il y a plein de matériel qui existe et finalement, il y a un matériel qui va sur une main. Donc, voilà, moi, j'utilise des profiles et j'utilise pas de solvant. Ça fonctionne très bien sur ma main. Je sais très bien qu'il y a d'autres endodontistes, ils mettent des solvants, ils les obturent avec des Limca manuels et ils sont tout aussi performants qu'un profile. Je sais que les profiles ont aussi des problèmes au niveau, ils sont très agressifs, ils créent également des fausses voix. Je pense que pour toutes ces questions techniques, il faut que vous essayiez il faut le matériel. Il y en a un qui, je pense, et après quelques essais, vous serez efficace avec un matériel. Moi, personnellement, c'est le profile, la désobturation à l'aide de toutes petites fraises Eleng long neck sur les premiers millimètres, et puis ce profile qui vient enlever la gutta. Et puis, pour la fin, ce sont des petites des Limca pour venir
avoir la perméabilité apicale. Mais vraiment, je pense qu'il y a une habitude de chacun et tous les instruments ne vont pas dans la main de tout le monde. Donc, essayez ces instruments et puis ils sont de plus en plus performants en plus avec tout ce que les firmes nous proposent. Oui, je pense que ça dépend aussi de l'anatomie de la dent. Il faut aussi adapter un petit peu en fonction de la complexité de la dent. Évidemment, pour une incisive, une molaire, c'est pas la même chose. Une toute droite, une courbe, c'est un peu plus technique et donc on peut aussi changer un petit peu en fonction. Voilà. Et par rapport au solvant, vous avez une préférence? Personnellement, moi, je préfère pas, en fait, parce que ça, moi, j'ai l'impression, mais ça n'a rien de scientifique, que ça crée, en fait, beaucoup de débris qui, après, sont plus compliqués à éliminer. Tandis que quand on fait sans solvant, en fait, vous avez vu, en fait, quand j'utilise ce profile, ça enlève tout le cône qui était présent. C'est pour ça que je préfère ne pas mettre de solvant, mais je sais qu'il y en a qui s'en sortent très, très bien avec des solvants. Oui, ils fonctionnent tous, hein, il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Je pense que ça dépend un peu de la nature de l'obturation aussi, non? Oui, on peut tomber sur quelque chose de très dur. Hein. On a cette fameuse, comme si vous tombez sur une gutta qui est très orange comme ça. Et ça, c'est l'horreur à désobturer. Tandis que parfois, vous avez vu chez le jeune, j'ai mis un coup de profile et tout est parti d'un coup. Mais on ne sait pas dire sur une radio avant si ça va être facile ou pas. Même parfois, on pense que ça va être facile et puis on passe 2 heures sur cette racine. Jean-Charles, tu peux préciser parce que c'est peut-être moi qui ai mal entendu, mais il me semble que tu as dit l'avant-dernier cas que ça n'était passé qu'avec des antibiotiques. Je pense que les 2 derniers cas, c'était sans antibiotiques du tout, n'est-ce pas? Non, en fait, le jeune, j'ai d'abord essayé de lui donner des antibiotiques. D'accord. Et la dame? Vu que ça gonflait, ben là, c'est même pas moi qui ai donné les antibiotiques, c'est la dentiste, il me semble, qui a donné les antibiotiques et ça n'allait pas mieux. Et puis, moi, je l'ai vu directement, pour être exact. Et la dame d'avant? Là, c'est antibiotiques directement et on n'a rien fait. D'accord. Ok, d'accord. Et alors, je voulais juste préciser parce que tu as dit que avec la digue, tu ne crées pas d'aérosols. Je pense qu'on crée des aérosols, mais ils ne sont pas infectés, ou en tout cas nettement moins infectés que si on crée un aérosol sans digue avec la salive et le virus qui serait dans les muqueuses et dans la salive. Et donc, même avec une digue, on crée un aérosol, puisqu'on utilise la turbine par définition, mais que cet aérosol est peu infecté. Ben ici, moi, je vais utiliser uniquement des contre-angles, hein, sans air, sans eau. Après, il y a de la poussière, évidemment, qui est créée et la digue, elle n'est pas complètement hermétique, surtout le cas où j'ai ouvert les 2 dents. Oui, on pourrait passer plus de temps à mettre une digue plus hermétique sur les dents et vraiment utiliser juste ces contre-angles sans aucune turbine. Moi, la turbine est même enlevée du carton. Alors, Jean-Charles, par rapport au fait que tu travailles sans air et sans eau, il y a une question pratique technique de quelqu'un qui me demande, mais on va voir comment tu vas répondre, mais comment couper l'air ou l'eau du contrant? Moi, sur mon installation, j'ai un bouton bien distinct qui me permet de l'éliminer. Je pense que c'est à chacun de vérifier sur son installation comment. Mais je pense qu'on doit savoir sur toutes les installations, à mon avis. Hein. Il doit y avoir un petit robinet en dessous ou sur le côté qui permet effectivement propre de fermer l'air ou l'eau. À chaque utilisation et à chaque unit. Il faut se renseigner, revoir son mode d'emploi, mais je pense que c'est possible sur tous. C'est variable en fonction de la marque, en tous les cas, j'imagine. Je pense que c'est sur tous, parce que, par exemple, quand j'obture les dents avec des thermocompacteurs, je mets ni de l'eau, ni de l'air, et j'ai déjà travaillé sur 4-5 types d'installations différentes, et j'ai jamais eu de problème de ne pas savoir enlever l'un ou l'autre. Encore une autre question technique pour Gary ou pour toi. Comment séchez-vous les canaux techniques? Quelle méthode? Gary, tu veux? Ouais, cône de papier. Alors moi, je sèche en fait, mais sécher à quel moment? Après le rinçage à l'hypochlorite, par exemple? C'est ça qui était. Par exemple. Ouais. Oui, avec des cônes de papier. Alors moi, j'applique aussi. Je fais l'effet inverse avec la seringue, donc j'aspire, par exemple, si je rince à l'hypochlorite, avant de mettre de l'acide citrique, je vais enlever l'hypochlorite et puis je fais aller l'acide citrique et vice versa, quoi. Non, mais je pense qu'ici, les gens participants demandent par rapport
au système qu'on a vu qui fonctionnait dans les deux cas que Jean-Charles nous a présentés. Ah oui, ça c'est une micro-aspiration de chez Care. Ah, que tu mets sur. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça se met. Bon, il faut un adaptateur pour sa grosse aspiration. Le bout blanc s'achète séparément du bout orange et le bout blanc, ça s'appelle un Luer Lock Adaptator. Et le bout blanc, c'est le bout de couleur, il y a différents diamètres. Le bout, je pense, celui qui correspond le mieux. Évidemment, dans tous ces cas, on va drainer à travers la dent. Sécher la dent, c'est très compliqué, hein. Donc, votre hydroxyde de calcium, il sera forcément mis au milieu dans une situation qui n'est pas idéale. Mais c'est pour ça qu'on met l'hydroxyde de calcium. Et alors, j'utilise aussi pour sécher en fin d'endo de l'alcool c'est isopropanol, je pense. Et ça sèche aussi extrêmement fort. Pour en revenir aux antibiotiques, quelqu'un vous demande, pardon, tu dis qu'il est préférable d'arrêter l'antibiothérapie dès que les symptômes disparaissent. C'est le nouveau. À juste titre, n'est-il pas préférable d'aller jusqu'au bout du traitement, c'est-à-dire la boîte complète? À nouveau, c'est remis en question dernièrement. C'est remis en question et c'est plutôt c'est le nouveau comportement que les médecins ont, notamment en ORL, en stomato aussi, une fois que ça a disparu, d'arrêter. Et de plus terminer d'office la boîte. Ouais. Alors, de nouveau, une question plutôt pratique, technique. Comment gérer la chaleur quand vous travaillez sans air et sans eau? Et comment éliminer les débris facilement? Donc là, vous avez vu, j'ai fait deux façons différentes. Donc, je mets un pot de liquide physio avec toutes mes boulettes d'ouate et puis je plonge dedans et puis je viens gratter gentiment ou bien avec une ouate imbibée. C'est la seule façon de faire que j'ai, en tout cas, moi, trouvé pour complètement proscrire la seringue RO. Jean-Charles, on a un petit peu de confusion au niveau des médications intracanalaires. Des consoeurs et confrères nous demandent de reprendre éventuellement la médication intracanalaire dans ce sens qu'on nous demande est-ce qu'on met le génol sur dents vivantes, l'hydroxyde de calcium sur dents nécrosées? Est-ce que dans quelle situation on met le génol plutôt que voilà. Donc si tu peux juste rappeler les. Donc le génol vraiment sur une ouverture de chambre. C'est ce qui diminue le plus les douleurs, dans les 24-48 heures après. Maintenant, moi, j'ai pris l'habitude, c'est peut-être pas la meilleure habitude, enfin je ne sais pas en fait. Si j'ai alisé toute la dent, je mets un hydroxyde de calcium à l'intérieur. En fait, il n'y a plus de tissu pulpaire, donc les vapeurs de génol qui sont libérées par la boulette d'ouate comprimée, c'est pour ça que j'en ai pas. Et en cas de nécrose, c'est d'office hydroxyde de calcium avec un alisage le plus complet possible, évidemment. En fait, ouais, l'hydroxyde de calcium, normalement, diminuerait le pH et donc ça diminue la prolifération des bactéries, quoi. C'est pour ça qu'on le met. Le génol, il y a des études qui reviennent là-dessus et qui disent que donc le génol, on met effectivement sur une pulpite quand on fait une pulpo. C'est pas une obligation d'en mettre. Il y a des études qui disent que ça peut aussi provoquer des douleurs après la séance. Donc, c'est pas une obligation quand on fait une ouverture de mettre de l'eugénol. Mais on peut en mettre, mais c'est pas une obligation. Et de laisser que de l'hypochlorite de sodium? Ouais, ça pique après 5 minutes. Donc, ça, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça change rien, mais c'est pas obligé de mettre une médication. C'est juste le fait d'ouvrir et voilà, qui soulage. Peut-être encore une dernière question technico-pratique sur l'emploi du téflon. On nous demande pourquoi vous mettez du téflon plutôt que des boulettes de coton, par exemple. Premièrement, le téflon, effectivement, on peut le tasser vraiment dans le fond de la chambre et donc on va dire que c'est une protection en plus si jamais la dent casse, première chose. Et en deuxième chose, apparemment, ça s'infecterait moins que les fibres de coton. Et encore une autre chose, quand on place la fibre de coton, un coton, il y a plein de petits filaments qui dépassent et donc on a une obturation qui est moins hermétique. Même si on sait que tous ces ionomères de verre, ces duotèmes, ces caviques ne sont finalement pas hermétiques très longtemps. Et alors aussi, pratiquement parlant, c'est plus agréable pour
le dentiste référent parce que quand il arrive, c'est plus facile si jamais il tombe sur le téflon de tomber sur du téflon. Une boulette doit Oui, c'est assistant. moindre le On va devoir enlever l'ouate de la fraise boule. Ça n'a que des avantages. Bon, bah alors on va aller au bricot, hein, puisque c'est ouvert. Ah oui, ça pour le coup, ça coûte pas cher. C'est là que vous achetez le téflon, j'imagine. Ah oui. C'est le même, oui. Bon. Est-ce que tu veux poser la toute dernière question, Pierre? Il y a encore une dernière question qui a été posée. C'est dans quel cas peut-on terminer une endo à la première séance? Bah, les traitements en deux en une séance, c'est Non, conseillé. la question est dans quel cas peut-on finir la dent à la même séance? Ben vas-y, Jean-Charles. On conseille de réaliser les traitements endo en une séance. Or qu'il y a peut-être une dizaine d'années, on les faisait tout le temps en deux séances. Non, vraiment que ça soit une nécrose, que ça soit une pulpite, on conseille de le faire en une seule séance. La seule chose, évidemment, il faut être capable de sécher complètement l'intérieur de la dent, qu'il n'y ait aucun sointement. On peut même obturer une dent qui présente encore des symptômes avec un léger gonflement s'il n'y a aucun sointement. Maintenant, le sointement, franchement, à l'œil nu, parfois, on ne peut pas le voir. Or qu'au microscope, on voit que ça bat à l'intérieur et parfois, ça peut mettre 30 secondes, une minute à remonter. Et sans aide optique, on ne voit pas vraiment qu'il y a ce sointement. Donc voilà, il faut vraiment éviter d'obturer avec ces sointements. Sinon, on ferme. Gary, une ultime question là, qui vient d'arriver à l'instant. Médication pulpaire pour les enfants. Médication pulpaire. La même chose. Une dent mature. Ouais, c'est quoi? Une dent mature? C'est pas précisé, tu peux faire la différence entre dents Oui, fais la différence. dents immatures, en résumé, quoi. Bah la même chose, non? Je mettrais un... ça dépend si on veut une régénération, etc. C'est un peu compliqué, mais... La question est dents de lait, en fait. Elle a précisé sa question. Ah, voilà. Oui, dents de lait, effectivement, pardon. Merci, Marc. J'en traite pas souvent avoir des dents de lait. Ouais, moi non plus, mais plutôt hydroxyde de calcium, je pense. Mais... Ça va. Ou oxyde de zinc, éventuellement. Oui, oxyde de zinc, oui. Ouais. Oxyde de zinc et génol, je pense que c'est ce qu'on mettrait éventuellement chez C'est eux. un grand classique. Pas C'est vrai toujours que... préparé, mais voilà. Ok. Bon, je pense que Bravo. C'est une pulpite, je fais la pulpa sur une dent temporaire. Sur une pulpite, Ouais, je on fais peut mettre de la biodontine. biodontine et puis Ouais, c'est pour ça. et puis une mère de verre directement et je laisse la dent comme ça sans réintervention. S'il y a une nécrose, mais là je fais un traitement complet avec Ça dépend du stade. opération à l'oxyde de zinc et génol. mais la biodontine chez un enfant sur une dent de lait, c'est peut-être pas très commode à employer, hein. C'est très bien, mais le timing est difficile à respecter, je pense. Mais de nouveau, si on arrive à lui faire accepter une DIC, parce que ça Ouais, se met c'est pas plus facile. sur des dents lactéales, ça se met. Il y a des crampons qui sont spécifiques pour ces dents-là. Ça se met et ça peut être très bien accepté par les enfants. Donc, il faut, de nouveau, c'est l'approche et la manière de faire accepter. Et alors, je pense qu'il y a moyen. toute dernière question avant de vous féliciter et de vous remercier pour votre exactitude, votre promptitude. Il est 7h03. Il y a encore une dernière question. C'est peut-on extraire une dent en période de Covid-19? C'est pas vraiment votre truc, mais à votre avis? Moi, Je pense pas qu'on crée d'aérosol en Non, moi, je période. moins dangereux. On peut. Moins dangereux, je pense. Comment dis-tu, Gary? Je pense qu'on peut, oui. Et Jean-Charles? Moi aussi, je ferai l'extraction sur une dent. Ouais. Je ferai l'extraction aussi. Je pense aussi qu'on peut extraire une dent. En fait, tant qu'on fait pas d'aérosol, Voilà, après, il faut bien se préparer. sans quoi. fraisage, sans. Ouais. Si on la casse C'est patient. et qu'il faut aller chercher les racines, c'est ce que j'expliquais de nouveau avec l'expérience. En Covid-19, si on se lance dans une extraction, il faut savoir gérer toutes les complications, donc si elle casse, etc., et savoir aller la chercher sans commencer à fraiser, élever des lambeaux, etc. hein. Donc, de On nouveau, est d'accord. Et l'anamnèse aussi, il faut voir un peu. Et quoi? Et l'anamnèse, voir le patient aussi. Ouais. Il y a les fils résorbables et donc comme ça, on n'a même pas le revoir.
Eh bien, bravo. Pierre, Pierre, je te laisse conclure. Merci à vous deux. C'était vraiment génial et parfait. Merci Comme Marc, Avec d'habitude. plaisir, merci Marc. merci Jean-Charles, merci à Olivier là, qui du fin fond de la frontière française nous tient les manettes et est en régie. Parce que c'est sans lui, j'ai déjà dit deux fois, mais je répète, sans lui, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, merci à Olivier Dumortier. Olivier, Merci Jean-Charles et Gary pour toutes les précisions et pour votre présentation. Ça fait plaisir de voir que notre CS est dynamique et efficace. Il me reste à remercier aussi le Septodon, là, notre gentil partenaire de ce soir, et à vous donner rendez-vous pour ce jeudi pour la gestion du post-Covid avec le professeur Anne Simon, qui est en charge de l'hygiène hospitalière à Saint-Luc. Je pense qu'elle va nous éclairer sur beaucoup de points de vue, et je pense qu'il y aura énormément de questions à lui poser parce que les inconnus sont multiples et le redémarrage est vraiment très compliqué pour nous et très problématique. Donc là, je vous donne rendez-vous ce jeudi à 18h. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous avez un tout petit peu de temps, de répondre à nos questions ici à la fin de cette présentation. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous ce jeudi avec le professeur Anne Simon pour les questions sur le post-Covid. À très bientôt.